dans cette partie un milieu viscoélastique. Pour ça, on l'introduit entre deux plaques et on va exciter sinusoïdalement une des plaques, enfin on les rapproche et on les éloigne, et on mesure la force qu'exerce le fluide sur les plaques. Et suivant la réponse fréquentielle, ben, on peut caractériser un milieu. Alors, on va tout de suite démarrer la première question, c'est justifier que le modèle proposé qui est là, est en fait est adapté à l'étude d'un milieu viscoélastique. Dans la première question, on vous demande de justifier que cette modélisation elle est adaptée. Un milieu viscoélastique, comme son nom l'indique, il a les deux propriétés. Il est à la fois élastique, donc un élastique, vous voyez un petit peu ce que ça fait, ou un ressort. Je peux comprimer le ressort, l'étirer, et il a toujours tendance à revenir à sa position initiale. Mais vous savez qu'un fluide, ça suffit pas pour décrire un fluide. Parce que le fluide, il ne revient pas forcément à sa position initiale. Pensez à un chewing-gum, ça je pense que vous pouvez tous l'imaginer. Si je prends un chewing-gum et que je tire dessus, eh bien, si je tire lentement dessus, ce que je vais constater, c'est qu'il va s'étirer. Il va s'étirer, et la force qu'il va exercer sur vous, c'est-à-dire là, vous, ce que vous devez exercer comme force, c'est l'inverse, c'est le principe de l'action et de la réaction. Mais vous voyez bien que, en tout cas, si vous y allez lentement, finalement, la force, elle est jamais très, très importante. Alors que si c'était un ressort, eh bien, vous savez que plus vous allez étirer votre ressort, et plus ça va être difficile. Donc, pour décrire ce comportement, il faut à la fois un ressort, donc là, on l'a dans la modélisation, mais il faut aussi pouvoir tenir compte du fait que on peut étirer le fluide doucement sans exercer de force très importante. Ce qui fait que, je reproduis une partie du schéma, vous avez donc la partie élastique, le comportement élastique va être modélisé évidemment par un ressort, mais je vais rajouter un amortisseur qui fait que si je tire tout doucement, la force qu'exerce l'amortisseur, elle est proportionnelle à la vitesse relative entre ces deux points. Donc si je tire très doucement, la force exercée par l'amortisseur est vraiment toute petite. Du coup, le ressort, finalement, il reste comme il est. Si la force est vraiment très petite, il sera à peine étiré. Et ce qui fait qu'avec cette modélisation, on peut tenir compte du fait qu'un fluide, on peut l'étirer, pas indéfiniment évidemment, mais on peut l'étirer sur une grande longueur. Donc on va rédiger ça, mais ça répond à la question 1. Donc cette modélisation, elle est adaptée à notre système. Voilà, j'ai rédigé une réponse. Évidemment, c'est la suite qui va nous dire si c'est bien ou pas, parce qu'on va tracer des courbes et on va remarquer que en fait, ça correspond assez bien aux courbes expérimentales, et donc ça va valider en fait le modèle. Donc là, à la question 2, ce qu'on vous demande, c'est de sortir deux expressions de la force F qui s'applique sur la plaque de droite. On vous demande d'établir deux expressions. Alors le fait que le ressort, donc je refais partiellement le schéma, donc vous avez le ressort, l'amortisseur, et ici vous avez le point Q et ici le point P. Et au milieu, vous avez le point R, ici. Forcément, la force que le ressort exerce sur l'amortisseur, c'est la force que l'amortisseur exerce sur le ressort, puisqu'ils sont l'un derrière l'autre. Ça, on a le droit de le dire parce qu'on néglige la masse qui pourrait se trouver ici dans la modélisation au niveau du point R. Si on rajoute de la masse, le fait que, si on le faisait, ce point-là cette partie-là aurait une inertie, et donc il faudrait en tenir compte. Mais à partir du moment où il n'y a pas de masse, les deux forces, elles sont égales. Donc la force F, finalement, c'est de là que vont venir les deux expressions. C'est à la fois la force d'amortissement de l'amortisseur et à la fois la force de rappel élastique. Donc je vais écrire la force de rappel élastique. Donc la force de rappel élastique, c'est moins K, L moins L0, fois un vecteur que j'appelle U extérieur. Et ce U extérieur, donc je vais l'écrire ici, la force.
eh bien, le U extérieur, il est vers l'extérieur du ressort. Donc suivant l'axe des X, sauf erreur. Oui, c'est l'axe des X. Donc je mets E de X. La longueur du ressort, c'est XR moins XP. Mais dans ce cas-là, je crois qu'on prend XP égale 0. Donc la longueur du ressort, c'est XR moins XP. Et on simplifie tout ça. On prend XP qui vaut 0. On prend L0 qui vaut 0. Donc finalement, il reste juste XR. Donc ça vaut moins K XR suivant E de X. Donc ça, c'est la première expression. Je vais maintenant écrire la force de rappel, la force F, en termes d'amortissement. Donc la force F, c'est l'amortissement, il va être opposé à la vitesse du point Q. Hein, vous vous doutez bien que si je déplace le point Q vers la droite, comme ceci, la force de frottement, a priori, on peut se dire que R il est fixe, elle va être dans l'autre sens. Donc je suis sûr et certain que j'ai ceci dans l'expression de ma force exercée par l'amortisseur. Mais le fonctionnement de l'amortisseur, excusez-moi, c'est XQ, c'est pas XR. Donc je reprends. Hein. Si on peut imaginer que le point R il est fixe, et donc si un opérateur éloigne le point Q dans cette direction, la force elle va forcément être dans l'autre sens, opposée à la vitesse. C'est ce que je viens d'écrire. J'oublie pas que tout ça, donc là je laisse un peu de place, c'est volontaire. C'est suivant le vecteur E de x. Ce qui est important, c'est la vitesse relative entre le point Q et le point R. Parce que vous pouvez aussi imaginer la chose suivante, si le point Q et le point R ils bougent ensemble, ben, l'amortisseur il ne travaille pas. Donc s'il ne travaille pas, donc, du coup il n'y a pas de force. Donc forcément, pour avoir la vitesse relative, je dois forcément écrire cela. Donc les remarques que j'ai faites, ça permet de fixer les signes. Hein, je savais que la vitesse du point Q, il y avait forcément un signe moins devant. Je sais aussi que doit apparaître la vitesse relative. Donc il doit y avoir une différence de signe entre XQ et XR, XQ point et XR point, entre la vitesse du point Q et la vitesse du point R, pour avoir la vitesse relative. Donc je suis sûr que voilà, l'expression de la force de rappel, elle est de cette forme-là. Donc évidemment, dans la suite, moi je vais projeter ces relations, hein, puisque mon étude, elle se fait suivant une dimension. Donc je vais écrire que f, sans le vecteur, c'est moins kxr, et f sans le vecteur, c'est moins lambda, xq point, moins xr point. Voilà, on passe à la question 3. Donc je rappelle le résultat de la question 2. Et on vous demande de passer ces équations en régime sinusoïdal forcé. Donc ça va être très simple. En tout cas, pour la première, c'est vraiment très simple. Donc je mets une barre en dessous pour signifier que c'est une grandeur complexe. Donc c'est moins k xr. Bon, en gros, là, il n'y a rien à faire. Et je sais qu'en régime sinusoïdal forcé, dériver une grandeur, ça revient à la multiplier en régime sinusoïdal forcé, hein, la grandeur complexe, de la multiplier par j oméga. Donc ça fait j lambda oméga xr moins x moins xq. Donc ici j'ai deux équations, il faut quand même faire attention. C'est vrai que c'est assez maladroit. Bon, c'est correct, hein, mais c'est vrai que je vous déconseille de faire ça. Du coup, je vais les écrire. Pourquoi je vous déconseille de faire ça? C'est tout bête, hein, mais visuellement, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule équation. Alors qu'en fait, il y en a deux. Donc c'est vrai que vaut mieux les écrire l'une en dessous de l'autre. Voilà, j'ai encadré le résultat, donc on a bien deux équations. Et on vous demande dans la question suivante
de vous débarrasser de XR. Ben, pourquoi? Ben, parce que XR, si vous regardez le schéma, c'est un point qui se trouve dans le système. Et donc finalement, il ne m'intéresse pas trop parce que en fait, j'y ai pas accès. Par contre, je sais, je connais XQ, je le connais. En fait, je maîtrise le déplacement de ce point-là. Et la force, je peux la mesurer. Donc, ben, je me débarrasse de la grandeur ben, qui est inaccessible, c'est-à-dire XR. Donc, je vais simplement isoler XR avec cette équation et les réinjecter dans celle-là. Donc, ça donne, on isole XR dans l'équation 1, qui est ici, et on réinjecte dans l'équation 2. Donc je vais rédiger comme ceci. Donc on a F égale J lambda oméga, XR, donc c'est moins F sur K, moins XQ. Et ce qu'on vous demande, sauf erreur, c'est la force en fonction de XQ. Donc là, on voit que la force est des deux côtés de l'égalité. Donc je vais rapatrier ce terme-là. Voilà, c'est vraiment des petits calculs, hein. Ça fait F plus J lambda oméga sur K. F égale moins J lambda oméga XQ. Et donc, on a F qui vaut moins J lambda oméga sur, j'ai mis F en facteur, 1 plus J lambda oméga sur K. Donc je vérifie que c'est bien l'expression. Oui, c'est ça. C'est fois XQ. Donc dans l'énoncé, en fait, je vais multiplier par K en haut et en bas, et ça donne la formule qui est dans l'énoncé. Donc c'est moins J lambda K oméga sur K plus J lambda oméga XQ. Donc je vérifie que c'est bon. Oméga K lambda, hop. Normalement c'est bon. Donc on peut encadrer le résultat. Bon, les calculs ne sont pas non plus très très compliqués. Voilà, j'ai répondu à la question 3, question 4, pardon. C'était la question 4 que je viens de faire. Bon, c'est pas très, très important, hein. Le sujet est dans la description, vous regardez, vous voyez bien que j'ai répondu à la question 4. Donc à la question 5, on va s'intéresser, on va commencer à mettre en forme ce terme-là pour faire apparaître une partie réelle, une partie imaginaire. Et en fait, chacune a une signification physique bien claire, comme on va le voir. Bon, alors j'ai rappelé le résultat de la question précédente et on vous demande de le mettre sous cette forme-là. Donc ici, c'est la partie réelle de ce truc-là et à seconde, c'est la partie imaginaire. Donc là, c'est vraiment très simple. Au niveau des calculs, en fait, je reprends cette expression et je vais multiplier par le complexe conjugué. Ça, vous avez vraiment l'habitude de ça. Donc c'est J lambda K oméga sur K plus J lambda oméga. Et je vais multiplier par le complexe conjugué, donc c'est K moins J lambda oméga. Et je multiplie par la même chose. Donc en fait, j'ai multiplié par 1. Et fois XQ. Au dénominateur, je vais avoir du coup un réel. Donc le moins, je le rentrerai tout à l'heure. Et j'ai J lambda K oméga, facteur de K moins J lambda oméga, K au carré, plus lambda carré oméga. En fait, non, excusez-moi, il y a un moins. Que je dise pas de bêtises. Non, c'est bien un plus, excusez-moi.
Ça fait au carré, le terme croisé s'en va. Et oui, c'est ça. Je vais réarranger ce terme-là. Moi, je peux l'écrire en dessous. Je n'oublie pas le x, bien sûr. On a f qui vaut. Alors le moins, je le distribue, plutôt avec le moins avec le j lambda k oméga. Et je vais tout de suite mettre la partie réelle. En effet, quand je vais multiplier ce terme-là et ce terme-là, j'aurai un j carré avec un moins. Donc ça fait un plus, mais avec le moins qui est là, ça fait encore moins. Donc finalement, je vais me retrouver avec lambda au carré. Le k, je le mets devant. Oméga au carré sur k au carré plus lambda carré oméga carré. Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. J'ai bien lambda oméga au carré. Le j au carré avec le moins, ça fait un plus. Avec ce moins là, ça fait un moins. Donc normalement, c'est bon. Plus j. Donc là, en fait, on reconnaît déjà A'. Je m'intéresse maintenant à l'autre terme. Donc on a lambda k au carré oméga sur k au carré plus lambda carré oméga carré. Et là, on reconnaît A seconde. Donc je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur, je ne pense pas. Et tout ça fois xq. Donc il n'y a plus qu'à identifier. Hein. Le A, c'est ce terme-là. Enfin, A', pardon. Et ce terme-là, c'est A seconde. Donc on peut écrire la conclusion ici. A', c'est égal à moins k au carré, moins k lambda au carré, pardon, oméga carré sur k carré plus lambda carré oméga carré. Et A seconde, c'est ce terme-là, c'est lambda k oméga, k au carré oméga sur k au carré plus lambda au carré oméga carré. Voilà, donc ça répond à la question. Alors cette écriture-là, l'intérêt c'est que chaque terme, on peut lui attribuer une signification physique, donc c'est important de les séparer. Dans la question suivante, on vous demande de faire un tracé, hein, pour que ce soit un peu, on va dire, plus visuel. On vous demande de tracer le module de A', donc en fait on va enlever le signe moins. On va vous demander de tracer A seconde qui est positive en fonction d'oméga, et tout ça en échelle logarithmique. Donc en vrai, ce qu'on va mettre en abscisse et en ordonnée, c'est pas oméga, mais c'est log d'oméga en abscisse, et en ordonnée, c'est pas A' et A seconde, mais leur logarithme. On peut dire également qu'on trace le graphique en échelle logarithmique. Donc pour ça, je vais faire une étude asymptotique. Je vais regarder si oméga est très petit, est-ce que je ne peux pas simplifier l'expression de A'? Si oméga est très grand, est-ce que idem pour A seconde? Et je vais faire la même étude quand oméga est très grand. Alors je vais faire dans la foulée la question 6 et 7, puisqu'il faut tracer A' et A seconde. Donc je vais déjà commencer par me donner un graphique. Donc le graphique que je vais tracer, c'est de l'échelle logarithmique. Donc pour l'instant, bon, je le mets ici, l'axe. Donc c'est oméga en échelle logarithmique. Donc pour l'instant, je ne gradue pas. Hein, je ne gradue pas encore. Et je vais tracer le A' comme ceci. Et A seconde, je vais le tracer en bleu. Donc pour l'instant, je ne gradue pas parce que je n'ai pas encore fait l'étude asymptotique. Pour l'étude asymptotique, eh ben, on va commencer... on va faire un petit tableau, on va dire BF. On va le faire ici. Où est-ce que j'ai de la place? Je vais le faire ici.
Donc ici, je vais faire le BF pour basse fréquence, HF, et je vais faire l'équivalent pour A', et je vais faire l'équivalent également pour A seconde. Éventuellement, je rajouterai le cas où je suis entre les deux. Hein, il y a forcément une pulsation où je serai entre la basse fréquence et la haute fréquence. Donc commençons par A'. Si je regarde ce terme-là, et si je prends oméga tout petit, c'est ce terme-là qui est négligeable. Au dénominateur, je vois bien, et je peux même quantifier je vois bien que quand oméga est plus petit, donc ça on peut le préciser, quand oméga est plus petit que je dise pas de bêtises, K sur lambda. Eh bien, lorsque oméga est très petit devant K sur lambda, eh bien, oméga carré lambda carré, c'est tout petit devant K au carré. Donc je peux négliger ce terme-là. Donc imaginez, ce terme-là disparaît. Il reste quoi? Il reste, je prends le module, bien sûr, je prends le module de cette grandeur, donc le signe moins, je m'en occupe pas. J'ai du K lambda carré oméga carré sur K au carré. Donc l'équivalent, c'est lambda carré oméga carré sur K. Alors je ne vais pas le laisser comme ça parce que comme je trace le diagramme en échelle logarithmique, je vais travailler avec le log de A', donc il faudra que je fasse un deuxième tableau. En haute fréquence, quand je suis en haute fréquence, cette fois-ci, c'est l'autre terme qui va être négligeable. Donc ce terme-là, cette fois-ci, c'est lui qui domine, et c'est ce terme-là qui devient prépondérant. Donc en haute fréquence, ça veut dire oméga, cette fois-ci très grand, devant K sur lambda. Si ce terme domine, vous imaginez, là j'enlève le K au carré, du coup le oméga carré se simplifie, le lambda carré se simplifie, il me reste quoi? Il me reste K. Donc j'ai fait là, donc les équivalents haute fréquence et basse fréquence, je les ai obtenus, et je fais la même étude pour A seconde. Lorsque oméga est tout petit, donc au numérateur je ne peux rien faire, et c'est exactement le même critère. Hein. Donc comme tout à l'heure, c'est ce terme-là, mais c'est exactement comme tout à l'heure, hein, ce terme-là qui est négligeable en basse fréquence. Du coup, on a du lambda k au carré oméga sur k au carré, il reste lambda oméga. Et lorsque je suis en très haute fréquence, donc cette fois-ci, c'est l'autre terme qui devient négligeable. C'est ce terme-là qui devient négligeable. Donc vous faites comme s'il n'était plus là. Donc il reste quoi? Il reste lambda k au carré oméga sur lambda carré oméga carré. Donc je vois qu'il va rester un oméga au dénominateur. Un lambda. Et k au carré au dénominateur. Donc je peux vérifier que tout ça c'est bien homogène. Oui, c'est bon. Alors comment je vérifie l'homogénéité? En fait, je remplace oméga par k sur lambda et je vois qu'à chaque fois j'obtiens quelque chose d'homogène à k, à une raideur. Donc tout va bien. Là, j'ai les équivalents haute fréquence et basse fréquence. Évidemment, je pourrais aussi étudier le cas où oméga est exactement égal à k sur lambda, parce que je vois bien que c'est à cette fréquence, c'est certainement une fréquence de coupure, enfin on pourrait l'appeler comme ça en fait, fréquence de coupure, ou pulsation caractéristique, si vous préférez.
Moi, ce que je dois tracer, c'est pas le A' ni A seconde, mais leur logarithme. Et on va voir ce que ça donne. Donc, je vais refaire un petit tableau. Voilà, donc j'ai préparé le tableau. C'est vrai que j'aurais pu directement faire ça, hein. Alors, si je prends le log de A', ça fait le log de ce truc-là. Et vous savez que le logarithme, il a des bonnes propriétés. Donc, en fait, il y a le carré qui va sortir. Et donc, tout calcul fait, donc là, je vous laisse vérifier que c'est bon. Ça va donner logarithme de k plus 2 fois logarithme de lambda carré. Non, du coup, il n'y a plus le carré puisque je l'ai mis. Donc le coefficient 2 là, enfin l'exposant 2, il s'en va. Voilà. Donc normalement, donc ça c'est un lambda, hein, ce qui est ici. Ce qui est important là, regardez ce terme-là, c'est lambda oméga sur k. Lambda oméga sur k, c'est adimensionné, hein. Pourquoi? Parce que regardez à quoi k sur lambda, c'est homogène à une pulsation. Donc lambda oméga sur k, c'est adimensionné. Ça, je vous laisse le vérifier. Donc ce terme, il est pas mal, hein. Je vois que quand oméga égale k sur lambda, ce logarithme, il s'annule. Donc ça va m'aider pour le tracer. Ce que je vois ici, c'est... bon, j'espère que vous êtes convaincu, mais ça veut dire que vous avez une pente de 2. Hein, en échelle logarithmique, comme il y a un coefficient 2, ce que vous avez en abscisse, en fait, c'est log d'oméga. En échelle logarithmique. Et ce qu'on a en abscisse, en ordonnée, pardon, log de A' et log de A seconde. Donc ça, en général, ben, on ne l'écrit pas, parce que, en fait, quand on va graduer l'axe, au bout d'un moment, ça va se voir. Hein, c'est en échelle logarithmique, on a une façon de graduer l'axe qui, vous savez tout de suite que vous êtes en échelle logarithmique. Hein. Quand vous avancez d'un cran et que chaque fois vous multipliez par 10 la pulsation ou la fréquence, vous êtes forcément en échelle logarithmique. Donc là, on voit ici qu'on a une pente de 2, et je pourrais avoir facilement un point de ma droite. Par exemple, en prenant oméga égale k sur lambda, en fait, j'aurai une droite de pente 2 qui passe par le point k sur lambda en abscisse et k en ordonnée. Donc du coup, je peux graduer mon axe. Ici, je vais mettre k sur lambda. Je vais le mettre comme ça. Ici, je vais mettre 10 fois k sur lambda. Là, je vais mettre 100 fois k sur lambda. Donc quand j'écris ça, là, vous êtes sûr et certain que vous êtes en échelle logarithmique. Ici, j'aurai 0,1 fois k sur lambda, etc. Donc là, je ne gradue pas tout l'axe, mais là, c'est clair, je suis en échelle logarithmique suivant l'axe des abscisses. Donc évidemment, là, dans la façon de présenter le diagramme, on met pas forcément log d'oméga, on met oméga, et c'est à vous de savoir que quand vous avez ce type de graduation, vous êtes en échelle logarithmique, c'est à vous de le savoir. Hein, ça fait partie des choses qu'on peut vous demander. On peut également graduer l'axe des ordonnées. Je vais mettre k ici. Et donc ici, je vais mettre 10 fois k. Du coup, voilà, donc j'ai gradué l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. J'avais oublié la valeur absolue. Et donc, j'ai déjà une asymptote, je la tracerai tout à l'heure. Donc, je continue mon étude asymptotique. Là, c'est facile, hein. C'est log de k.
Donc on voit que log de k, il joue un rôle là. Hein, il apparaît ici, il apparaît également là. Je fais maintenant l'étude asymptotique pour A seconde. Donc je fais comme je l'ai fait ici, je divise par k et je multiplie par k. J'ai envie de faire apparaître le terme lambda oméga sur k parce que je sais que ce terme est adimensionné et c'est le bon paramètre. Du coup, ça fait log de k plus log lambda oméga sur k. Donc ici, cette fois-ci, j'ai une pente qui vaut 1 hein, en échelle logarithmique. Et pour l'autre, on a log de... si je fais... Je pense que oui, je pense que j'ai fait une erreur, parce que pourtant j'avais vérifié l'homogénéité. Je l'ai fait trop rapidement. Forcément, il y a un cas, donc je reprends là, j'ai fait une erreur. Si je suis en haute fréquence, il y a effectivement un cas au carré qui apparaît, donc tout va bien. Donc ça fait log de lambda oméga sur k. Donc cette fois-ci, j'ai une pente de moins 1 en échelle logarithmique. Voilà, donc j'ai mon étude asymptotique. Donc ce qu'il faut voir ici, c'est log de A', c'est bien ce que j'ai en ordonnée. Donc ça, c'est Y. Ce que vous avez ici, là, c'est Y. Et en abscisse, c'est log de oméga. Alors là, on voit bien, les propriétés des logs, vous les connaissez bien. Hein. On a bien un 2 log de oméga qui va apparaître. Donc j'ai bien une équation de la forme Y égale ici 2 fois l'abscisse plus des constantes. Donc je sais que pour cette asymptote-là, en basse fréquence c'est de ce côté-là, en fait, je connais même la limite, hein, c'est k sur lambda, donc c'est dans cette partie-là. Eh bien, je dois tracer une droite de pente 2, et il suffit juste que je trouve un point qui appartient à cette droite. Eh bien, je peux utiliser le point d'abscisse k sur lambda, ce qui fait qu'ici, je vais avoir log de 1, et je vais obtenir k. Donc je sais que je dois tracer une droite de pente 2 qui passe par un point qui est ici. Donc c'est assez facile. Je vais peut-être continuer la graduation. Donc là, on a 0,01 k sur lambda. Donc au niveau du tracé, j'avais dit en la couleur. Lorsque j'avance d'une décade, il faut que je monte de 2 décades. Donc 2 décades, c'est à peu près comme ça. Donc la droite que je dois tracer doit être comme ceci. Et la pente ici, c'est 2. Donc j'espère que c'est clair hein, ce que je raconte. Il faut, c'est un petit coup d'œil à avoir. Hein, c'est quand même pas très, très compliqué. Une fois qu'on a compris que c'est log de A' en ordonnée et log de oméga en abscisse, c'est quand même pas très difficile. Hein. La pente, vous l'avez là, c'est le 2. Et vous avez juste besoin d'un point, donc vous prenez une valeur de oméga. Moi j'ai pris oméga égale k sur lambda, mais vous pouvez prendre n'importe quelle valeur de oméga, ça va être pareil, ça va être un point de la droite, ça ne va pas changer le tracé. Et bien sûr, faites attention, je fais le tracé en basse fréquence, donc évidemment, vous amusez pas à continuer le tracé en haute fréquence, hein, ça n'aurait pas de sens. Si je me mets en haute fréquence, c'est facile, puisque c'est log de k. Donc ça ferait
ce tracé-là pour A'. Je vais maintenant tracer pour A seconde, donc je fais la question 7. Ici, j'ai une pente qui vaut 1, parce que j'ai un coefficient 1 devant le logarithme. Et il me faut juste un point de la courbe. Et ben, si je prends oméga égale k sur lambda, on voit que ce log, ça fait 1, donc il ne compte pas. Donc je dois tracer une droite de pente 1 qui passe par le point d'abscisse k sur lambda et d'ordonnée k. Donc vous avez... Donc cette fois-ci, je dois tracer une droite. Je vais essayer de le faire bien le tracé. J'ai l'impression que j'ai pas bien gradué mon axe. Oui, ça, si, ça va. Bon, là, désolé, je trace pas des droites bien rectilignes. Et bien sûr, dans mon tracé, il faut que je mette en pointillé lorsque je m'approche de oméga égale k sur lambda. Évidemment, l'asymptote va être de moins en moins bien vérifié. Je continue le tracé. Je m'intéresse maintenant à cette asymptote-là. Donc cette fois-ci, la pente, c'est moins 1, ici, hein, puisqu'il y aura un moins log de oméga qui va sortir. Je rappelle que c'est log d'oméga en abscisse, hein, même s'il y a écrit oméga, en fait c'est bien log d'oméga, puisque j'avance d'un facteur 10 par décade. Je me rends compte que c'est pas très bien gradué, mais bon, c'est pas grave. Et je dois tracer une droite de pente moins 1 qui passe par le même point, hein. Lorsque je prends oméga égale k sur lambda, et ben log de A seconde, ça vaut log de k. Ben, en fait, je passe par ce point-là. Donc je dois tracer de la même façon que tout à l'heure. Ici, j'ai des pointillés. Et la pente, là, c'est moins 1. Pente moins 1. Ici, c'est une pente qui vaut 1. Et là, on a des pointillés, c'est-à-dire que quand je m'approche de la fréquence, de la pulsation k sur lambda, et ben l'approximation, le diagramme asymptotique, il est moins bon. Et donc la courbe, les courbes complètes, il faut imaginer, pour A seconde, elle fait ça, elle suit l'asymptote, et plus je m'approche de k sur lambda, en fait, je m'en éloigne, et je vais récupérer l'autre asymptote. Et pour cette courbe-là, ça va donner un truc comme ça. Donc je suis bien l'asymptote en basse fréquence, je m'en éloigne un petit peu, et puis je rejoins l'asymptote haute fréquence. Donc ça fait un tracé comme ça. Voilà, donc je m'éloigne de l'asymptote basse fréquence, et puis je rejoins l'asymptote haute fréquence. Donc ça ferait ce tracé-là. Et pour l'autre tracé, on obtiendrait ceci. Donc je suis l'asymptote basse fréquence, je m'éloigne de cette asymptote et je rejoins l'asymptote haute fréquence. Donc voici pour le tracé de la question 6 et la question 7. Donc si vous avez bien compris le tracé des diagrammes de Bode, c'est un petit peu le même esprit, hein. À partir du moment où on se met en échelle log, et ben on finit par tracer des droites. Voilà, je suis maintenant à la question 8. On vous dit que la puissance dissipée, donc je vous avais dit tout à l'heure que chacun de ces termes a une signification physique claire. En fait, le terme qui est là, ça vous donne la dissipation dans le milieu viscoélastique. Hein, alors que ce terme-là, c'est pas un terme dissipatif, c'est un terme plutôt d'énergie élastique type ressort qu'on comprime. Donc c'est une énergie qui n'est pas perdue, qu'on peut récupérer. Par contre, ce terme-là, il correspond bien. Il correspond à une puissance dissipée qui est perdue, en fait, qui va se retrouver sous forme de chaleur au niveau du milieu viscoélastique. Dans ce cas, je reprends l'expression. Ça vaut quoi? Donc la puissance dissipée que je note P, ça fait lambda, K au carré,
oméga au carré sur k carré plus lambda carré oméga carré. Et je ne sais pas si on vous demande... voilà. Ça, je vais tracer l'allure du... En fait, si vous regardez bien, ça revient, c'est exactement le même tracé que A'. Puisqu'on a du oméga carré sur... c'est le même dénominateur. Il y a la constante qui change, mais en gros, l'allure, c'est exactement la même. Donc, du coup, je vais aller assez vite. Oméga, ça, c'est la puissance dissipée. Vous avez K sur lambda, 10K sur lambda, 0,1 fois K sur lambda. Vous avez une certaine... bon, je ne vais pas graduer l'axe des ordonnées. Hein, ouais, si, je vais le faire. Allez, je vais le faire. Si oméga est très grand, qu'est-ce qui va rester? Il va rester du K au carré sur lambda. Allez, K au carré sur lambda. Je vérifie que je n'ai pas fait de bêtises. Donc là, si je prends oméga très grand, en fait, je néglige ce terme-là, qui est ici. Il va me rester, dans les lambda, il va rester un lambda au dénominateur. Pour le K, il restera K au carré. Et l'oméga carré simplifié, ouais, c'est ça. Et donc, comme tout à l'heure, donc c'est la même étude asymptotique. Vous aurez une asymptote horizontale, puisque en fait c'est la même étude que pour A'. Et ici vous aurez une pente de plus 2. Donc si je mets K au carré sur lambda ici, là je mets 0,1 K au carré sur lambda, 0,01, comme ça je suis... Quelqu'un qui verrait le graphique, il sait qu'il est en échelle logarithmique, parce on est descendu de la même quantité et on a divisé par 10. Donc cette fois-ci, quand j'avance de ça, je me déplace de ça. Donc ça fait à peu près... non, c'est pas bon. Voilà, donc j'ai fait le tracé de la puissance. Donc ce que vous remarquez, c'est qu'en très basse fréquence, il y a peu d'énergie qui est dissipée dans le matériau. Effectivement, quand vous le déplacez lentement, en fait, il a le temps de se relaxer le matériau, il a le temps de réagir. Donc finalement, il ne se passe pas grand-chose. Il va juste se déformer continuellement avec une force qui est toute petite et donc il y a très peu de puissance dissipée. C'est un peu comme le chewing-gum que vous étirez. Bon, je pense qu'on l'a tous fait. Quand vous étirez le chewing-gum, ce qui va se passer, c'est que la partie qui pendouille, en fait, elle pendouille de plus en plus. Le truc s'étire tout seul, en fait. Et sans qu'on ait besoin d'exercer, de dépenser de l'énergie, on va dire que c'est un peu le sens de cette droite-là. C'est-à-dire que plus je vais en basse fréquence, et moins je dissipe d'énergie dans le matériau. En revanche, lorsque je vais en haute fréquence, la puissance dissipée, elle tend vers une constante. Hein, c'est-à-dire que je vais soumettre le matériau à une fréquence de plus en plus importante, et il dissipe toujours la même énergie. Donc là, il y a deux phénomènes qui se compensent. Quand je suis à haute fréquence, en fait, l'amortisseur, il travaille moins, mais il travaille plus vite. Donc la vitesse augmente, mais l'amplitude de travail est moins importante. Hein, et l'un compensant l'autre, et en fait, on a une puissance qui est constante. En tout cas, les calculs, c'est ce qu'ils nous disent. Voilà, donc on est arrivé à la question 9. Vous avez un diagramme qui est tracé ici, donc qui était donné dans l'énoncé. Clairement, on est en échelle logarithmique. Et ce que vous avez, c'est le module Young, la partie réelle et la partie imaginaire. Et ce qu'on vous demande, enfin, on vous dit que la partie réelle, elle est proportionnelle à prime, et la partie imaginaire aux secondes, elle est proportionnelle à A seconde. Et on vous demande d'identifier les courbes.
Donc avec ce que j'ai tracé tout à l'heure, c'est relativement simple. En fait, on reconnaît la partie à seconde, c'est la partie voilà, qui se déplace comme ça, et ensuite qui redescend. Et la partie A', c'est la partie qui monte comme ceci, et qui arrive à un plat. Donc on va notamment pouvoir en déterminer K sur lambda, parce que le point de cassure dans le diagramme asymptotique, c'était à la pulsation K sur lambda. Voilà, donc j'ai superposé les courbes, j'ai pris les bonnes couleurs. En fait, ça c'était la courbe qu'on avait tracée pour A seconde, et ça c'est l'allure de la courbe qu'on avait tracée pour A'. Et on voit qu'on a quand même un bon accord. Donc normalement les deux courbes, enfin, pour A' et A seconde, se croisaient au même endroit. Sauf erreur, que je dise pas de bêtises. Pour A', oui, je dis pas de bêtises. Donc dans le diagramme, ça se croisait au même endroit, mais dans l'énoncé, on vous dit que E' est proportionnel à A' et E seconde est proportionnel à A seconde. Donc finalement, le coefficient de proportionnalité, on ne vous l'indique pas. Donc finalement, c'est pas très gênant que les courbes soient un petit peu décalées suivant l'axe des ordonnées. C'est pas grave du tout. On a bien la bonne allure. Ce qu'on peut également vérifier, c'est au niveau de la pente. J'attends une pente de plus 1 ici, moins 1 ici, plus 2, et bon là 0. Et quand on regarde le diagramme, la pente de moins 1, là c'est bon. Quand j'avance d'une décade, je descends d'une décade. Et de l'autre côté, c'est symétrique, donc si là c'est moins 1, là c'est plus 1. Et au niveau de la pente plus 2, on peut vérifier que lorsque j'avance d'une décade, ouais, ça colle à peu près. Ça colle à peu près lorsque j'avance d'une décade. Donc là, il faut prolonger un petit peu la courbe. Quand j'avance d'une décade comme ça, je monte de presque deux décades dans l'autre sens. Donc ça correspond à une pente de plus 2. De toute façon, si ça c'est une pente de plus 1, on ne doit pas être trop loin d'une pente plus 2 ici. Donc c'est vraiment très bien. Ça veut dire que ici, j'ai exactement K sur lambda. Donc on peut déjà le mesurer. Donc moi, je suis obligé de regarder sur l'écran là parce que je ne le vois pas le graphique. Je dirais 9, 8, 7. 0,06 à peu près. Donc là, on est à peu près à 0,06 radians par seconde pour la cassure là, ici et là. Donc je réponds déjà à la question 11. À la question 9, on peut interpréter la courbe avec les carrés, c'est A', donc c'est bien ça. C'est la courbe avec les carrés. Donc c'est la courbe avec les carrés. Et la courbe avec les étoiles, ça correspond à A seconde. Ouais, on voit pas très bien. Ouais, on voit pas très bien. Voilà, je l'ai mis ici, on voit beaucoup mieux. Donc là, je réponds à la question 9. Analyser la fidélité de la modélisation. Donc à la question 10, on pourrait simplement dire que ouais, c'est quand même pas mal. On voit quand même qu'il s'est pris en défaut à haute fréquence. Donc je pense que c'est certainement dû... donc soit la modélisation, elle n'est pas assez bonne, c'est-à-dire qu'on rate quelque chose, on rate un comportement. Ça veut dire aussi que le matériau il dissipe beaucoup plus en haute fréquence. Donc soit en fait on arrive à la limite de résolution de l'appareil, c'est-à-dire qu'en trop haute fréquence, ce qu'il mesure, c'est pas fiable. Donc c'est difficile de se prononcer. C'est vrai que la courbe elle est quand même très très régulière. Donc c'est difficile de dire d'où vient ce désaccord, hein, entre la théorie, ce qu'elle vous dit, c'est que la courbe elle fait que descendre. Et ben, on voit qu'il y a un plat. J'ai pas d'explication simple à donner comme ça. Donc le modèle de Maxwell, on va dire qu'il marche bien en basse fréquence, c'est-à-dire en dessous de 1 Hz.
Donc le modèle de Maxwell. Est correct. Alors comment on pourrait dire est fidèle, voilà. On peut dire ça. Pour oméga inférieur à 1 radian par seconde. Donc ça, on voit que les courbes théoriques et les courbes expérimentales marchent bien. Au-delà, ben, on a un désaccord. Pour la courbe bleue uniquement. Pour la question 11, donc la valeur de 4 sur lambda, eh ben, elle est donnée ici. Bon, je les fais toutes dans la foulée, hein, les questions. 4 sur lambda, ça vaut 0,06 radians par seconde. Au passage, on arrive à remonter à des paramètres du milieu avec ce genre d'expérience. On ne connaît pas K, on ne connaît pas lambda, mais on connaît K sur lambda qui vaut ceci. À la question 12. Alors, à la question 12, on vous demande du fait de l'inertie du système, la force qui est mesurée, c'est pas exactement la force que le fluide exerce sur l'instrument de mesure. Du fait de l'inertie, il faut quand même les déplacer, les différentes masses. Je vous rappelle que le principe de la mesure, c'est qu'on fait varier, on impose le déplacement au milieu viscoélastique et on regarde la force. La réponse, en fait, c'est la force que le milieu viscoélastique exerce sur les plaques. Et bien entendu, les plaques, elles ont une certaine inertie du fait de leur masse. Et vous savez que l'inertie, forcément, on ne la retrouvera pas sur la partie dissipative. Lorsque vous mettez en mouvement un système, c'est vrai que vous vous fatiguez. Parce que pour mettre en mouvement un système, il faut donner de l'énergie au système, mais cette énergie, elle n'est pas perdue. À un moment ou à un autre, vous la récupérez. Ça veut dire que l'inertie de votre système de mesure ne peut pas avoir de répercussion sur la partie dissipative. Ça ne dissipe pas d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a une force supplémentaire pour mettre en mouvement le système, mais une fois que le système est en mouvement, en fait, vous récupérez, du fait de son élan, vous récupérez l'énergie que vous lui avez donnée. Elle n'est pas perdue. Donc, par ce simple argument-là, on peut affirmer que l'inertie du système aura des répercussions uniquement sur A' et pas sur A second. L'inertie du système aura des répercussions sur A'. La mise en mouvement du système n'est pas un phénomène. Le mouvement du système demande une force supplémentaire due à son inertie. Force supplémentaire due à l'inertie. Mais ne dissipe pas d'énergie. C'est un processus qui ne dissipe pas d'énergie. Donc on ne peut pas le retrouver sur la composante justement qui décrit la perte d'énergie, c'est-à-dire A seconde. Donc c'est un processus qui ne dissipe pas d'énergie. Mais c'est un processus qui ne dissipe pas d'énergie. Par conséquent, on ne peut pas la retrouver sur la composante le système aura des réactions sur une force supplémentaire due à l'inertie, mais c'est un processus. Par conséquent, on ne peut pas le retrouver
enfin la retrouver, ouais, c'est l'inertie. C'est pour ça que je relisais le texte. Donc on ne peut pas la retrouver sur la composante A seconde. Qui décrit, enfin, on a vu ça à la question 8 il me semble, qui décrit la dissipation dans le fluide. Voilà. Donc avec ça, je réponds à la question 12. À la question 13, on impose au rhéomètre un échelon et en fait, on vous demande qualitativement quelle va être la réponse du système. Alors, dans la question 13, on soumet le rhéomètre à un échelon d'élongation. Alors, je rappelle, parce que je vais en avoir besoin, l'expression de la force, c'était J oméga K fois L, K fois lambda, pardon, sur K plus J lambda oméga. C'est bien ça. Fois XQ. Donc en fait, là, on voit qu'on a un système du premier ordre. Si vous regardez, ça c'est un premier ordre. Il n'y a pas de oméga carré là-dedans. XQ subit un échelon. Donc on peut représenter on peut commencer le graphique. Donc ici on a le temps et XQ va brutalement passer d'une valeur à une autre. Je vais la tracer. Je vais la tracer en rouge. Donc XQ tracé en rouge, ça donne quoi? On va dire que je pars de 0. Ensuite, j'ai un échelon d'élongation. Donc, je passe brutalement à une valeur différente de l'élongation. Ce qu'on voit, c'est que ce qui va dominer, le comportement qui domine en haute fréquence, on le voit ici, c'est A'. Hein. Donc, on peut aussi le voir ici. C'est le même contenu. Hein. Donc, on peut regarder là ou regarder là. On va dire que c'est pareil. Disons que regardons ici. Si je prends oméga très grand, hein, là c'est typiquement un phénomène haute fréquence. Hein, c'est-à-dire que pendant un temps très court, je fais beaucoup de choses. Hein, je me déplace, je fais un déplacement très important pendant une durée très courte. Donc ça c'est typique d'un système, d'un comportement, enfin d'une excitation haute fréquence. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais du coup prendre oméga très 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 grand. Du coup, ce terme est négligeable. Je refais un peu le même genre de calcul que tout à l'heure. Donc, vous faites comme si le K n'était plus là. Et il reste quoi? Il reste moins KXQ. Ça veut dire que quand vous allez changer brutalement XQ, le comportement qui domine, c'est le comportement élastique. En fait, l'amortisseur, lui, il n'a pas le temps de réagir. Ça va trop vite. Du coup, c'est comme s'il n'était pas là, quoi. Donc on a un comportement de type d'un ressort que je vais simplement étirer. Donc la force, alors ici il y a un signe moins, donc c'est XQ augmente. La force, elle va, elle, diminuer. Donc vous avez, alors je vais tracer, je trace en bleu. Donc la force, on va dire qu'elle était à 0. Et elle va brutalement passer en négatif. Alors là, je trace deux graphes, des grandeurs qui n'ont pas du tout la même unité sur le même graphique, donc c'est pas du tout gênant. Ça voudrait dire qu'il faudrait faire deux graduations différentes de l'axe des ordonnées. Donc ça, on vous demande une réponse qualitative. Donc la force, elle va brutalement augmenter. Enfin, le module va augmenter. Bon, ici, en vrai, ça diminue, hein, puisqu'il y a un signe moins. Une fois que ce processus haute fréquence a eu lieu, eh bien, on retrouve un processus, petit à petit, on va retrouver un processus très basse fréquence, parce que regardez, le signal, il est continu. Donc en fait, il y a à l'instant t égale 0, on a plein de hautes fréquences qui sortent, et puis après, plus rien, quoi. On retrouve des fréquences nulles. Ça veut dire que le comportement qui va dominer au bout d'un temps très long, c'est quand oméga tend vers 0,
et bien la force va tendre vers 0. On le voit ici. Hein. Effectivement, lorsque je prends oméga nul, après tout, lorsque j'ai un signal continu, hein, c'est oméga égale 0, et bien F vaut 0. Ça veut dire que si j'attends suffisamment longtemps, je sais que la force va tendre vers 0. Et comme c'est un premier ordre, hein, on voit bien qu'il n'y a pas de terme en oméga carré, donc je suis à peu près certain que la courbe va ressembler à ça. C'est une réponse type premier ordre. Donc pour le signifier, ce qu'on peut même rajouter, c'est le temps caractéristique. Et le temps caractéristique, je vous le mets dans le mille, c'est 1 sur le oméga caractéristique de tout à l'heure qui était K sur lambda. Donc c'est lambda sur K. Donc je suis quasiment sûr et certain qu'il y a un temps caractéristique. Donc je prends la tangente à l'origine. Et ici, j'ai lambda sur K. Je n'ai pas fait le calcul, mais je suis quasiment sûr de moi. De toute façon, lambda sur K, c'est homogène à un temps. Donc au pire, vous ne feriez pas une grosse erreur. Hein. Il me semble qu'on demande une réponse qualitative. Voilà, qualitativement. Donc, très bien. Parmi les questions qu'on vous pose, quelle est la valeur maximale atteinte par la force? En fait, on devrait dire la valeur maximale en valeur absolue, elle est là. Et la valeur maximale, c'est moins K. La variation, est-ce qu'il a un nom Alors si j'appelle, graduons l'axe, si j'appelle E, l'élongation que j'ai rajoutée en plus, et bien ici j'ai la valeur maximale, c'est moins KE. Je peux également déduire d'une telle expérience le lambda sur K, rapidement. C'est-à-dire que je regarde le temps caractéristique pour que le système revienne à la normale, c'est quelques fois lambda sur K, 3, 4, 5 fois lambda sur 4, donc je peux l'estimer comme ça. Et si en plus je fais un enregistrement, là je peux carrément le mesurer précisément. Il me semble que j'ai répondu à toutes les questions. Donc la représentation qualitative, ça c'est fait. La valeur maximale, c'est fait. Et quelle information peut-on extraire de l'enregistrement? C'est notamment le temps caractéristique lambda sur K. Donc le temps de rédiger tout ça et j'aurais répondu à la question. Voilà, le temps de rédiger la conclusion. Hein. Et ça répond à la question 13. À la question 14, la dernière question, on vous demande de donner... d'expliquer qualitativement le phénomène suivant. C'est que vous prenez un matériau viscoélastique, et lorsque on peut le déformer lentement en fait. Par exemple, vous le façonnez en forme de balle, vous le posez sur une table et le truc il s'étale. Hein, pourquoi? Parce que là c'est un phénomène basse fréquence, c'est-à-dire que vous laissez le temps au système de se relaxer, et la relaxation ça va se caractériser comment? Et ben le matériau il va s'étaler. Par contre, la même balle, au lieu de la poser, vous la jetez par terre, eh bien, il est possible qu'elle rebondisse. Ben, c'est exactement ce qu'on voit ici. Hein, si vous soumettez le système à une perturbation haute fréquence, donc par exemple, je prends la balle, je la jette par terre, elle rebondit sur le sol, ça c'est de la haute fréquence, parce que le moment de l'impact, il dure très peu de temps, et les forces qui agissent pendant très peu de temps, c'est de la haute fréquence. Donc vous avez, si vous avez un matériau viscoélastique, vous aurez un comportement de type élastique. Donc la balle, elle va rebondir. Par contre, si vous laissez le système, laissez le temps de se relaxer, et ben en fait, le truc va s'étaler tout simplement du fait de la gravité. Parce que vous lui laissez le temps en fait de se comporter comme ça. Donc à basse fréquence, vous avez plutôt un comportement de type amortisseur, le truc avec très peu de force se déforme. Et inversement, lorsque vous le soumettez à des hautes fréquences, vous aurez plutôt un comportement de type élastique. Donc vous avez je crois que c'est la maïzena qui a ce type de comportement. Ce que vous pouvez également faire, c'est si vous avez un chewing-gum, ça c'est une manip qui est très facile à faire, vous pouvez très bien, donc bon,
avec les moyens du bord, vous prenez le chewing-gum et vous le tirez doucement, bah, vous allez voir que la déformation, il va se déformer doucement et vous n'aurez pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Ce que vous pouvez faire également, c'est au lieu de tirer doucement, bah, vous tirez d'un coup sec. Et là, ce que vous allez constater, c'est que le truc, il se brise, pas comme du verre, mais presque. C'est-à-dire que là, vous aurez une brisure du matériau très nette, un peu comme un matériau dur qui se casserait. Et pourquoi? Bah, parce que dans ce cas-là, bah, on observe les deux types de comportements. Si je tire doucement, le matériau, on lui laisse le temps de se relaxer, donc on a plutôt comportement en basse fréquence. Inversement, si vous y allez rapidement, eh ben, vous allez privilégier l'élasticité du matériau jusqu'à la rupture. Hein. Si vous y allez vraiment très rapidement, en fait, vous risquez d'avoir rupture du matériau avant que, parce que vous le soumettez à une contrainte trop forte. Voilà, je vous laisse faire l'expérience si vous voulez. Donc j'ai fini avec cette partie. J'ai répondu à toutes les questions. Le sujet était quand même pas bon, si facile que ça. Il faut notamment le tracé des graphiques. Il fallait être un peu précautionneux pour faire un tracé correct. Et bon, bah voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.